Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous le savons, l'exercice comptable est un passage obligé lors de l'examen des missions budgétaires. Mais je fais le choix de ne pas m'attarder sur le détail des crédits que nos collègues rapporteurs ont très bien exposés. Je salue la hausse d'un peu plus de 2% des crédits de paiement et des autorisations d'engagement consacrées à l'action extérieure de la France. Cette augmentation des moyens de la mission, par ailleurs renforcée au gré des dernières lois de finances rectificatives pour répondre aux conséquences de la crise sanitaire, consolidera, j'ose l'espérer, nos capacités d'action dans le monde, au moins sur le plan opérationnel. Ainsi, j'observe avec satisfaction la stabilisation, oserais-je dire, enfin, du schéma d'emploi du Quai d'Orsay après plusieurs années de fortes décrues de ses effectifs. Au plus fort de la pandémie, en mars dernier, nous avions mesuré ô combien l'importance de conserver des services consulaires efficaces et réactifs lorsque nos compatriotes installés en dehors de notre territoire sont en difficulté et ont besoin d'être protégés. La sanctuarisation des moyens du réseau diplomatique, le soutien d'urgence à notre diplomatie culturelle, notamment vers l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger, ou encore le niveau de nos contributions versées au titre de nos engagements à la sécurité internationale, tout cela, Monsieur le ministre, va dans le bon sens. Ces choix politiques ont été transformés afin de conforter le rayonnement de la France dans le monde. Quittons quelques minutes ces questions budgétaires et permettez-moi de m'interroger sur la place actuelle qui est la nôtre dans le monde. Lors de son premier discours de chef d'État en 1981, François Mitterrand avait déclaré « Il est dans la nature d'une grande nation de concevoir des grands desseins ». Quels sont les desseins diplomatiques aujourd'hui de la France ? À l'occasion de l'examen de la proposition de résolution sur le Haut-Karabakh, j'ai souligné que notre pays a les moyens d'affronter certaines situations, certes complexes, sans se réfugier dans une coupable neutralité. Dois-je rappeler quelques-unes des orientations stratégiques inscrites dans le bleu budgétaire annexé au projet de loi de finances, qui dit ceci: agir en faveur de la paix et de la stabilité, ou encore défendre la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit. Ces axes reposent sur des choix philosophiques qui nous engagent et j'apprécie, Monsieur le ministre, les efforts et l'énergie que vous déployez en ce sens. Il vous plaît de rappeler que la France a le devoir de jouer le rôle de puissance d'équilibre. Nous apprécions les difficultés que ce rôle implique dans le contexte géopolitique que nous connaissons, celui du retour des grandes puissances et de son corollaire, la contestation du multilatéralisme. En effet, lorsque la Russie prend la main, si je puis m'exprimer ainsi, afin d'obtenir un cessez-le-feu entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, le groupe de Minsk est marginalisé. Et de fait, l'action de la France l'est également. Au Proche-Orient, devons-nous nous contenter d'être transformés en spectateurs passifs pour assister, médusés, à la provocante tournée en Cisjordanie occupée de Mike Pompeo, représentant d'un président battu et sur le départ? En Syrie, la Russie a mis la France hors jeu. Quid de notre stratégie? En Libye, le rôle hégémonique, là aussi, de la Russie et de la Turquie nous déclasse. Pire, elle nous évince de la séquence diplomatique du règlement d'un conflit aux conséquences migratoires et humanitaires cruelles. En Afrique de l'Ouest, sous peine d'être accusés de renouer avec la France-Afrique, nous subissons, impuissants, les aménagements, que dis-je, des arrangements constitutionnels des présidents sortants désireux de conserver le pouvoir. Enfin, je m'inquiète des timides soutiens de la communauté internationale qu'a reçu la France face à la colère instrumentalisée d'une partie du monde musulman plus prompte à dénoncer les caricatures que les persécutions subies par les Ouïghours en Chine. Ces constats posés traduisent, selon moi, un certain isolement de notre pays. Je le concède, le monde est fragilisé de toutes parts, mais le risque d'une nouvelle bipolarisation nous guette. Et dans ces circonstances, il serait temps
Nous le répétons depuis trop longtemps que l'Union européenne porte et défend une vraie politique diplomatique. L'Union est en capacité de hausser le ton comme elle a su le faire avec le dossier grec et chypriote face à la Turquie. Mais j'en viens à cela, Monsieur le Président. À la conclusion, oui. Voilà. Vous avez souvent déclaré, Monsieur le ministre, que l'Europe a les moyens de maîtriser et d'affirmer son destin, qu'elle doit tenir son rôle de puissance d'équilibre. J'ai l'intime conviction que ce moment est arrivé. Attaché, et c'est ma conclusion, à l'approfondissement de l'intégration européenne, mon groupe vous soutient pour convaincre nos partenaires que la sécurité et la paix sont une affaire collective et qu'à ce titre, l'Union européenne doit prendre davantage ses responsabilités. Pour cela, malgré quelques réserves exprimées, nous approuvons le budget, Monsieur le ministre. Voilà, Président. Tu es satisfait? Oui, il y a le supplément TVA sur la canebière, là. Hein. Allez, la parole est à Madame Michèle Gréaume pour le groupe CRCE pour 5 minutes. Si on pouvait rester dans les temps, ça permettrait de tenir ensuite le temps des amendements.